Et salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Très bonne année, j'espère que vous avez passé une bonne soirée de réveillon. Perso, je me suis réveillé à 16h30, donc c'était une bonne soirée de réveillon. Je vous retrouve pour un rapide bilan de l'année. Je vais pas forcément faire hyper long sur tout, parce que j'ai essayé de faire un peu des awards avant de me coucher ce matin, ce midi, et j'ai trouvé, je sais pas, une dizaine de awards que j'ai envie de faire, avec plus ou moins de mentions honorables. Donc je vais essayer de... Et au début, je comptais faire un truc un peu long et tout, avec des petites images de tout ce que j'aurais voulu. Je sais pas, par exemple, les KO de l'année, j'aurais bien aimé vous mettre tous ces KO là. En fait, bon, voilà, aujourd'hui, c'est pas le jour où on est là pour vraiment faire une grosse charge de travail, mais je ferai ça un jour, promis. Promis. Donc, je pense par contre, j'essaierai quand même de mettre un chapitrage, ça sera plus pratique pour naviguer un petit peu dans tout ça. Globalement, donc, on va faire combattant de l'année, je vais juste dire le nom de l'award sans année, parce que sinon on va avoir tous les trucs de l'année. Donc je vais faire le combat, le boxeur, le round, le KO, l'entraîneur, le prospect, la surprise, l'événement, l'affiche, l'upset, mon coup de cœur perso, boxeuse, progression, donc celui qui a le plus avancé dans le sport, comeback et puis performance de l'année. Voilà, ça en fait 15. Donc il y a 15 awards. Donc je vais commencer tout de suite avec le combat de l'année. Mon combat de l'année, ça reste Kenshiro Teraji contre Carlos Canizales, qui a eu lieu en début janvier, je crois qu'on était autour du 23 janvier, donc assez tôt dans l'année. C'est un combat qui était vraiment exceptionnel, hein. Il y a eu une grosse guerre entre Canizales, qui est vénézuélien si je dis pas de bêtises, et Teraji, qui est donc japonais. Ça a encore un peu plus affirmé ce que je pensais de Teraji, à savoir que c'était le boxeur le plus excitant en activité. Ça a été une grosse guerre, donc jusqu'au round 11 à peu près, où là Teraji a un peu plus commencé à boxer, notamment je pense pour s'assurer une victoire au point, et Canizales s'est montré un peu incapable de changer vraiment de game plan vers la fin. Combat très engagé, plein d'émotions, surtout pour l'avoir vécu en live, c'était vraiment quelque chose, donc je vous invite vraiment à regarder ce combat. Parmi les mentions honorables, tout un tas d'autres combats que j'aurais également pu citer comme étant combat de l'année. Il y avait le combat entre Usyk et Fury, le premier combat, donc celui du 18 mai, qui était vraiment génial, un combat avec beaucoup d'émotions. Un retour un peu miraculeux de Usyk au 8e round. Bon, quasiment tout le monde en a parlé, donc je ne l'aurais pas forcément. Le combat entre Virgil Ortiz et Bohachuk, Serhiy Bohachuk, qui est donc autour du 10 août, qui était aussi un excellent combat ultra engagé avec deux knockdowns de Bohachuk sur Ortiz. C'est un combat qui aurait pu être intéressant de placer en tant que combat de l'année, parce que c'est, à ma connaissance, l'une des premières fois en boxe qu'on a eu un arbitrage vidéo pour arbitrer un coup comme un knockdown quelques rounds plus tard. Je pense que c'est une pratique qui est plutôt bonne, hein, dans le sport, et donc en ce sens-là, je pense que ça pourrait être un combat de l'année qui est assez iconique. De la manière, hein, je ne l'ai pas dit, mais Fury Usyk, c'était la réunification des lourds, l'unification totale qu'il n'y avait pas eu depuis, je sais plus, 25 ans. Donc ça aurait aussi pu être assez iconique de mettre ça en combat de l'année. Et enfin le dernier, qui perso serait en fait pas assez loin dans mon top, mais qui je pense sera cité par d'autres gens, c'est Bivol Beterbiev, qui a été, en fait, pour moi c'est pas un combat de l'année, pour moi c'est un autre, alors c'est un combat qui mérite son award, mais un autre award que le combat de l'année, parce que ça a été un combat très technique entre deux boxeurs vraiment excellents, qui ont pas arrêté de faire des ajustements l'un sur l'autre, mais ça reste un combat où je trouve qu'il y a eu peu d'excitation. Techniquement c'est un régal à regarder, et c'est un combat qui est vraiment exceptionnel à analyser, et c'est de voir round par round et minute par minute ce qui se passe, mais c'est clairement pas un combat où je me suis levé devant ma télé et où j'ai crié suffisamment fort pour que mes voisins viennent me dire de me parler moins fort. Et donc pour moi c'est pas ça un combat de l'année. Après bon, peut-être que, enfin bon, je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont essayer de jouer les puristes, c'est-à-dire que pour eux, un vrai combat de boxe, c'est un combat où vraiment on est dans une finesse, une qualité technique, et j'adore aussi ça, mais force est de constater que c'est pas ça qui me fait lever devant ma télé, et je pense qu'en combat de l'année, moi ce que j'entends par là, c'est si jamais je devais être capable de dire à quelqu'un, bah, un seul combat que tu dois regarder cette année, c'est celui-là, ou le seul combat dont on devrait se souvenir, c'est, bah, j'aimerais ici que ce soit Teraji Canizales, qui est celui dans lequel j'ai le plus pris mon pied de tous. Et je pense que c'est pas mal de lui décerner le titre de combat de l'année, parce que ça continue, je trouve, de mettre un petit peu en lumière des petites catégories qui ont longtemps été passées dans l'ombre, et notamment des combattants japonais comme Teraji, qui est resté 11e du classement pound for pound depuis pas mal de temps. Donc je pense que ce serait cool de pouvoir, voilà, mettre un petit peu la lumière là-dessus. En boxeur de l'année, j'ai longtemps hésité, en fait non, j'ai pas hésité, mais je sais que je gardais un petit peu en tête cet award tout au long de l'année, et je me disais un peu à chaque fois qui à ce moment-là est mon combattant de l'année, et finalement c'est Usyk.
qui pour moi fait quelque chose d'assez exceptionnel cette année en prenant la ceinture WBC de Fury, puis en confirmant lors de la revanche. Dans les deux cas, dans les deux combats, on a eu des gens pour dire que le combat était ultra serré, que Fury gagnait, etc. Perso, je suis pas d'accord. J'ai Fury qui gagne les deux combats, j'ai Usyk pardon qui gagne les deux combats, avec à chaque fois des décisions qui sont serrées mais assez nettes, du style 115-112 et 172 sur les cartes. Bon, on n'est pas là pour refaire tout ça. Je trouve qu'il a quand même montré qu'il était vraiment meilleur que Fury. Fury qui est pourtant sorti 2 fois dans une grande forme. Qui plus est, donc faire ce qu'il fait sportivement, c'est très impressionnant. Et surtout, notamment pour les retombées que ça a eu dans tout le monde de la boxe, où vraiment Usyk a eu un retentissement comme rarement j'ai vu des boxeurs en avoir ces dernières années. Notamment, ça l'a comparé à Mohamed Ali, ce qui en dit long. Je pense que le dernier poids lourd qu'on a comparé à Mohamed Ali, c'était Klitschko. Ça date d'il y a une petite dizaine d'années. Et je pense qu'Usyk mérite plus la comparaison, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà, très gros boxeur qui mérite complètement son award. En runner-up, on va dire en second choix, j'avais Nakatani, qui pour moi fait vraiment un combat aussi exceptionnel, enfin une année en fait vraiment exceptionnelle. J'ai l'impression que c'est vraiment un combattant qui est passé sous les radars cette année, et que les gens n'ont pas réalisé à quel point ce qu'il avait fait c'était génial. Et pour moi vraiment, il n'aurait pas eu Usyk, il aurait très clairement été combat de l'année sans aucun problème. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'on se rappelle peut-être pas, hein, mais il est champion dans les super mouches l'année dernière. Et il est monté en coque cette année. Et son premier combat de l'année, il le fait en coque. Il débarque dans une nouvelle caté. Il prend Santiago, qui était à l'époque, je crois pas qu'il était le numéro 1, mais il était très bien classé. Et il le détruit vraiment dans un combat qu'il a complètement dominé. En plus, j'étais là. Mais bon, vraiment, il l'a complètement dominé. Il le met KO au 7ème, si je dis pas de bêtises. Derrière, il prend Astrolabio, qui est un excellent contender de la catégorie. Un type qui avait une chance mondiale l'année dernière, qui s'était jamais fait arrêter. Et il l'arrête en 1 round, sur un coup au corps dévastateur. Et là, je me dis, bon, bah, on est sur un type qui est en train de faire une année masterclass. Et pour moi, la chose qu'il aurait fallu pour qu'il passe devant Usyk, c'est soit qu'il prenne un autre très gros contender poids-coque, si ce n'est un champion. Et en fait, pour moi, la catégorie a un peu été nettoyée lorsque tout le monde lorsque Neue est parti et que beaucoup de gens ont récupéré des titres. Et le seul combat qui aurait pu être intéressant, ça aurait été donc contre un autre champion, ou Takuma, ça aurait été très cool, Takei, ça aurait été très cool, et Nishida, ça aurait été très cool. Ou un combat contre Seiya Tsutsumi, qui était champion du Japon, et pour moi, le meilleur de contenders d'assez loin devant tous les autres. Et il aurait fallu qu'il fasse un combat contre l'un de ces gars-là, et qu'il gagne, si possible avec la manière, contre un de ces gars-là, pour passer devant Usyk cette année. Ou alors il aurait fallu qu'Usyk perde contre Fury, ou qu'il fasse une contre-perf, enfin vous avez un peu l'idée. Le truc, c'est que finalement, il a pris un Thaïlandais qui avait un record, un palmarès de 76 victoires pour une défaite avant le combat. Flashy, mais en fait, quand on regarde, assez vide, avec très peu de noms vraiment marquants à la scène internationale. Et donc bon, bah, il l'a battu avec une certaine résistance proposée par le Thaïlandais Salapat, mais malgré tout de manière dominante. Et ça fait une excellente année pour Nakatani, mais qui, je pense, n'est pas suffisante pour dépasser l'année excellente que Usyk réalise également. Je dirais que Nakatani est peut-être plus sur le potentiel cette année. Je pense que Fury a globalement fait plus ou moins du mieux qu'il pouvait. Usyk a fait du mieux qu'il pouvait. Il aurait pu mettre KO Fury en un round, mais bon, à part ça, il a fait du mieux qu'il pouvait. Je pense que Nakatani aurait pu avoir un meilleur match-up en cette fin d'année. En round de l'année, j'ai Mason contre Vasquez, round 1, qui était un round complètement fou, où du coup Abdullah Mason, qui était vendu comme l'énorme prospect américain, qui était censé un peu rouler sur le Vasquez, s'est retrouvé en fait à faire un voyage au tapis 2 fois sur ce round là. Le round est génial, hein, il se fait attraper, puis du coup Vasquez essaie d'aller le finir et Mason le renvoie au tapis, et Mason essaie d'aller finir Vasquez et Vasquez le renvoie de nouveau au tapis. Le round était vraiment super, je me souviens avoir revu le round 1 avant de faire le round 2, tellement le round 1 était bien. Je sais que c'est un round d'un prospect, donc il y a peut-être des gens qui trouveront de meilleurs rounds cette année, mais pour moi c'est clairement le round que je retiens le plus de l'année. Pour les KO de l'année, j'ai hésité entre beaucoup, et puis en fait après je me suis souvenu qu'il y avait alors c'était un combat, je sais plus exactement quand est-ce qu'il est arrivé, mais je sais que c'était en début d'année, et j'avais oublié que c'était cette année en fait. Je pensais que c'était en fin d'année dernière, mais non, c'est bien cette année. Pour moi, le KO de l'année, c'est Iglesias contre Shevchenko. Donc Iglesias qui est ce cubain super moyen là, qui est arrivé de manière extrêmement dominante cette année sur la scène compétitive internationale. Et il a mis donc en début d'année un KO à Shevchenko, ce russe, sur la tempe. J'ai l'impression que les coups sur la tempe, c'est des coups qui font des KO très impressionnants de temps en temps, parce que ça déconnecte seulement une partie du cerveau. Du coup, les gens se retrouvent parfois encore à avoir les bras tout raides ou à être en train de boxer dans le vide alors qu'ils sont par terre. C'est complètement le cas contre Shevchenko, et c'est un KO qui est vraiment très impressionnant, et qui, je pense, est pour moi le KO de l'année.
Parmi les autres très bons KO, on retrouvait celui que j'ai longtemps considéré du coup comme mon KO de l'année, avant de me rappeler que Iglesias Shevchenko était cette année-là. C'est Angelo Leo contre Venado Lopez. Donc ça c'était début, c'était 11 août si je dis pas de bêtises, où Angelo Leo a couché Lopez avec un coup qu'on n'a pas vu venir, un crochet au menton qui a étalé Lopez. Lopez, c'est un combattant qui avait vraiment un menton d'acier. Le mec a pris des parpaings très forts dans son crâne et n'a jamais vraiment montré quelconque signe d'être touché. Il avait un style qui était extrêmement sauvage, main basse, très peu orthodoxe. J'avoue que, et même dans ce combat-là, il avait encaissé beaucoup de coups. Il n'était pas forcément d'avance sur point. Moi, j'avais une carte très serrée au moment de l'arrêt. Lopez avait encore de quoi gagner le combat, il avait encore de quoi le perdre. C'était très serré. Et vraiment, ce coup qui est sorti de nulle part, il a littéralement cassé le menton de Lopez. Hein, et c'était très très impressionnant. Lopez s'est étalé, est resté à terre une longue seconde. Il a même fait un voyage à l'hôpital derrière. Je me permets d'en parler en ces termes. Parce que, Dieu merci, tout va bien pour Lopez. Il n'a pas eu de séquelles. Je pense qu'il en aura dans sa carrière sportive, hein, à mon avis. Il ne sera pas capable de réatteindre un niveau qu'il a eu auparavant. Je pense que c'est le genre de KO dont on ne se relève pas. Mais sa santé a l'air d'aller bien. Il n'a pas eu l'air d'avoir des séquelles à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je me permets d'en parler en ces termes. Mais voilà, vraiment très très gros KO. Et enfin les deux autres dont je voulais parler, c'était Olascuaga contre Riku Kano, qui a eu donc lieu en juillet, où on a eu Olascuaga qui est devenu champion avec un super coup, hein, où il a envoyé un crochet du droit dans la garde de Kano pour écarter son bras, suivi d'un shovel hook en plein dans le menton. C'est pour le coup un KO qui est très beau et qui est techniquement extrêmement propre, avec une combinaison extrêmement inventive, ce qui me fait également le placer très très haut cette année, même si je pense qu'il reste moins impressionnant que Iglesias Shevchenko. Et enfin les deux derniers, c'est les KO de Anthony Joshua. Le premier qu'il donne sur Ngannou, où ça fait quand même quelque chose de voir ce Golgoth Ngannou s'écrouler de tout son poids de cette manière-là. Et ensuite, évidemment, le KO qui se mange contre Dubois, où de la même manière, ça fait quelque chose de voir AJ s'écrouler comme ça. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment la liste de tous les KO de cette année. En entraîneur de l'année, j'ai Robert Garcia, qui a déjà été élu, il me semble, entraîneur de l'année en 2012. Et pour moi, c'est dur de ne pas lui donner le statut d'entraîneur de l'année cette année. Parce que, en fait, je vais vous donner un petit peu les combattants qu'il a coachés. Bam Rodriguez, qui fait une année excellente. Valenzuela, qui fait une année excellente. Virgil Ortiz, qui fait une année excellente. Raymond Muratalla, qui fait une année excellente. Et je suis sûr d'en rater. Le seul qui fait un petit flop cette année, c'est José Ramirez, qui a perdu son combat contre Barboza. Là, sur cette fin d'année, mi-novembre. Sinon, à part ça, il a vraiment fait un sans faute. Et je crois que même j'oublie certains combattants qu'a coaché Garcia. Mais je me souviens vraiment à plusieurs reprises avoir regardé des combats, mais dit, oh tiens, ce gars-là aussi, il est coaché par Garcia. Et ce gars-là faisait une année masterclass. Donc vraiment, pour moi, le seul sans faute, c'est d'avoir Ramirez qui perd contre Barboza. Mais il y a eu tellement de combattants qui ont fait des perfs exceptionnels cette année, que c'est pour moi très très dur de ne pas le placer en entraîneur de l'année. Donc voilà, félicitations Robert Garcia. En prospect de l'année, j'ai également Abdullah Mason. Je pense que c'est un choix qui, à mon avis, va être assez, répandu, je pense, cette année. Je suis pas sûr qu'évidemment, il y en a d'autres. Hein. Il y en a qui diraient Keishon Davis, il y en a qui diraient Floyd Schofield, il y en a qui diraient Carrington. Bizarrement, que des poids légers, ce qui annonce peut-être une excellente génération en poids légers. Mais pour moi, le plus impressionnant, vraiment, c'est Mason, que je trouve à la fois très propre techniquement, et aussi très rapide, très explosif, avec une très bonne frappe. Donc voilà, je suis parfaitement conquis. Ce combat contre Vasquez a montré pour moi une grande capacité. Vraiment, je pense qu'on se rend difficilement compte à quel point c'est impressionnant de se manger des knockdowns comme ça et de malgré tout réussir non seulement à mettre le type à terre dans le même round et à le mettre KO au round d'après. C'est un type qui pour moi a montré énormément de maturité à ce moment-là. Et je pense que c'est bien qu'il soit pris des knockdowns à ce moment-là de sa carrière. Et donc pour moi, sans trop de problème, il est prospect de l'année à ce niveau-là. En surprise de l'année, je ne vais pas faire très original. J'ai bien sûr Suras contre Munguia. Bon, voilà. Y a-t-il une meilleure surprise cette année? Je pense pas. Il y a évidemment d'autres combats qui ont été des upsets. Celui-là, je sais plus, je crois que Suras était des favoris à 35 contre 1. Bon, voilà. Évidemment, personne ne l'avait venir. Même dans la sphère anglophone, il y a ce cas où il y a un retentissement vraiment énorme. Beaucoup de gens aussi étaient déçus de Munguia, beaucoup de gens ont dit qu'ils allaient commencer à s'intéresser à Suras. Pour moi, sans trop de problème, c'est clairement la surprise de l'année. Et ça fait plaisir de voir un Français qui est cité dans les awards. Donc félicitations Suras. En événement de l'année, ce que j'entends par événement de l'année, c'est pas le combat qui s'est retrouvé être le meilleur,
c'est pas non plus l'affiche la plus intéressante, c'est vraiment la carte ou l'événement. Parce qu'en fait, ici, dans ce cas-là, je considère deux cartes qui sont pour moi les deux cartes japonaises du 13 et 14 octobre, dans laquelle on a eu 7 championnats du monde et Tenshin Nasukawa, la superstar du kickboxing, qui ont combattu. J'avais fait une vidéo, même 2 vidéos pour ces événements-là. Enfin, j'avais fait une vidéo en octobre, en août, où j'annonçais cet événement, et une vidéo, enfin, même une série de vidéos où je présentais 67 combats de cet événement au début du mois d'octobre. C'est peut-être été un poil dans l'ombre de l'événement Bivol contre Beterbiev, mais pour moi c'est vraiment sans aucun doute, je veux dire, un événement de boxe qui est tellement stack qu'on est obligé de faire ça sur 2 soirs. Bon, voilà, je pense qu'on a rarement vu ça. En même temps, je trouve ça cool de le donner événement de l'année, parce que sinon les autres gros événements, c'est essentiellement des rillets de saison. Donc que ce soit pour moi les plus marquants, c'était le 5v5 Queensberry contre Matchroom, et c'était le Latino, donc les oppositions de Latino qu'on a eu en novembre. Pour moi, c'était les 2 événements les plus impressionnants. Mais je trouve ça cool actuellement. Je trouve que les meilleurs travails de promotion et d'organisation de soirées sont vraiment faits évidemment par les Saoudiens et aussi par les Japonais. Et comme les Saoudiens ont déjà pu manger l'année dernière avec le Day of Reckoning, je trouve ça cool que ce soit les Japonais qui mangent cette année. Donc c'est pour ça que pour moi, ce sera ces 2 soirées qui suivent mon événement de l'année. Même si les Saoudiens nous ont vraiment régalé. On pense aussi à Ring of Fire, par exemple, qui était vraiment super. Voire Crawford Madrimov qui était aussi super. Et en fait, quand on regarde, quasiment toutes les grosses cartes de l'année, c'est les Saoudiens. Mais les Japonais ont aussi fait vraiment des très grosses cartes. Et je pense que c'est important de les mettre à l'honneur. L'affiche de l'année, pour moi, c'est donc vraiment le combat qu'on voulait le plus voir. Et pour moi, c'est Bivol Beterbiev, par contre, ici. C'est pas le combat qui a le plus délivré en termes d'intensité et en termes d'émotion. Il s'est pas retrouvé dans la meilleure des cartes. Mais, quelle affiche! C'était une affiche qui était tellement bien que déjà je suis extrêmement épais de voir la revanche, et que vu la carte, s'il n'y a pas d'annulation et désistement, ça va être très certainement l'événement de l'année, en plus d'être l'affiche de l'année 2025, donc ça promet beaucoup pour cette revanche. Et surtout, l'affiche était tellement bien qu'en fait maintenant, là, quand je vois passer des posts YouTube ou Insta en mode quels sont les combattants, enfin quels sont les combats que vous aimeriez faire en 2025, je n'ai plus d'idées. Bon, évidemment, il y a des combats que j'aimerais voir. Mais vraiment, Bivol Beterbiev, c'était le pinacle de ce que je voulais. Un combat entre 2 stars du pound for pound qui ont vraiment mérité cette place-là. Et un combat qui fait sens. Hein, je parle pas d'un type qui va monter 3 KT ou qui va en descendre 4. Donc vraiment, merci pour ce poulet. En mention honorable, hein, je mettrai malgré tout Bam contre Estrada, que j'avais vendu comme il faut en juillet. Et je reste sur ma position. C'est, je pense, la 2e plus grosse affiche de l'année en termes de talent pound for pound qui s'affrontent. Et en 3e, ce serait Furyk. En upset de l'année, j'ai pas mal réfléchi. Alors, je fais une différence entre upset et surprise. Je sais pas à quel point cette différence a vraiment un sens. Je vous avoue aussi, en fait, en regardant ça, je me demande à quel point est-ce que j'ai pas juste mis 2 fois le même truc ce matin à 11 h avant de dormir. Bon, dans tous les cas, l'upset de l'année, ce que j'avais noté, c'était Cafu contre Tanaka, que du coup, j'aurais peut-être dû mettre en surprise de l'année quand j'y pense. Ouais, non mais surprise, on s'y attendait pas, mais bon, on est d'accord, c'est complètement la même chose, mais voilà, j'ai quand même envie de parler de Cafu contre Tanaka, un combat qui a eu lieu vraiment donc, dans cette double événement du 13-14 octobre, où on a donc le Sud-Africain Cafu qui a récupéré le titre à Tanaka. Perso, je suis pas d'accord avec le scoring. Maintenant, c'est sûr que Cafu, c'était un boxeur auquel on attendait vraiment pas grand-chose. Tanaka, c'est un boxeur qui semblait de nouveau avoir le vent en poupe, après avoir eu des petits ralentissements dans sa carrière, liés à sa défaite contre Kazuto Yoka, et au Covid. Et c'est vrai que le voir avoir cette baisse, cet arrêt complet de momentum contre Cafu, ça a également été une très très grosse surprise. Bon, c'est vrai que du coup, j'avoue, c'est complètement une surprise de l'année. Bon, du coup, je pense que Fira, ça reste une plus grosse surprise que Cafu contre Tanaka. Mais bon, petite mention pour Cafu contre Tanaka. Mon coup de cœur de l'année, ça c'est extrêmement personnel, mais c'est Saya Tsutsumi. Je pense que ça s'est vu dans le débrief que j'ai fait de ce combat contre Takuma Inoue. C'est un boxeur qui n'a pas arrêté pour moi de cette année, enfin sur toute cette fin d'année, et notamment dans son combat contre Takuma Inoue, d'avoir mon cœur quoi. Non, quel combattant. Pour ceux qui ne voient pas du tout qui c'est, hein, c'est un type qui est un boxeur qui a vraiment pas eu une vie facile en soi au niveau de la boxe. Il vient d'un petit village assez très très loin de la ville, hein. Il y a un petit village de campagne sur l'île de Kyushu, où en fait il y a d'autres bons boxeurs qui viennent de là-bas avec le recul. Donc je pense qu'il y a quand même une salle ou une école de boxe qui est vraiment bonne. Reste qu'il a été assez méprisé à l'échelle nationale et encore plus internationale pendant très longtemps. Il a eu pas mal de ralentissements dans sa carrière, il y a des égalités qu'il a eu dans les années passées.
Et il a réussi à briller un petit peu l'année dernière en défendant son titre de champion du Japon contre un boxeur qui s'appelait Hanaguchi, qu'il a malheureusement tué sur le ring. Donc Hanaguchi est tombé dans le coma quelques minutes après la fin de son combat, et il s'est jamais réveillé, il est décédé là en début d'année. Et Tsutsumi, je trouve, a montré une grosse résilience durant toute cette année, en étant capable d'aller chercher ce titre contre Takuma Inoue, et en n'arrêtant pas d'honorer vraiment le regretté Hanaguchi. Il est jusqu'à aller porter son logo sur son short durant le combat contre Takuma. Durant le combat donc, contre Takuma, on a vu un boxeur qui vraiment était complètement possédé, qui a fait le combat de sa vie, qui est juste tellement heureux lors de l'annonce des résultats, qui juste donne tellement d'intensité. Je pense que c'est la performance de sa vie. Je suis pas sûr qu'il arrive à faire mieux que ça, tellement il m'a l'air d'avoir été vraiment, je sais pas, il carburait à l'émotion ce soir-là, Tsutsumi. Et voilà, c'est un boxeur que j'ai très hâte de revoir dans une revanche contre Iga en février 2025. Ma boxeuse de l'année, c'est Sébastien Fundora, et non pas Sébastien évidemment, l'autre Fundora, c'est Gabriela Fundora. J'ai pensé, ah c'est pas Sébastien, et du coup j'ai dit Sébastien, malin. Non, c'est Gabriela Fundora, qui fait une très bonne année, qui est une boxeuse que j'ai commencé à apprécier cette année, tout simplement parce qu'elle est méga jeune en fait, du coup elle est en fait née la même année que moi, et quand j'ai réalisé qu'il y avait une championne du monde qui était née la même année que moi, ça m'a mis un truc. Ça m'a fait quelque chose, voilà, je pense qu'on est tous passés par là. Donc voilà, ça m'a fait un petit truc. Et le fait de l'avoir devenir undisputed de cette manière-là, contre Alanis, c'était vraiment très impressionnant. C'est une boxeuse que je me suis vraiment mis à apprécier, hein, du coup. Pour moi, les autres boxeuses que j'aurais pu citer, c'était Katie Taylor et c'était Amanda Serrano, qui méritent aussi, évidemment, en tant que face of boxing féminine, vraiment leur place. Mais je pense quand même que l'avancée qu'a fait Fundora cette année est vraiment à noter. Faire ce qu'elle a fait à son âge-là, c'est vraiment exceptionnel. En progression de l'année, j'ai noté Hamza Shiraz. Donc progression de l'année, pour moi, c'est le boxeur qui a le plus progressé dans sa carrière. Hamza Shiraz, donc cet anglais poids moyen, qui est peut-être le sauveur de la catégorie des poids moyens, qui était, si je dis pas de bêtises, prospect de l'année dernière, qui en tout cas était encore considéré comme un prospect il n'y a pas si longtemps. Et là, il va avoir une chance mondiale. Il est considéré comme étant le numéro 2 de la KT derrière Alim Kanouli. De manière peut-être irrespectueuse envers les champions. Hein. On verra contre Adams ce que ça donnera. Mais là, c'est un boxeur qui s'est montré extrêmement bon et qui pour moi est passé en un an, voilà, de vraiment prospect à l'un des meilleurs de sa KT. Alors que certes, je maintiens que c'est toujours la pire KT actuellement. Mais Shiraz porte sur son dos de grands espoirs. Le comeback de l'année, en avant-dernier award, le comeback de l'année pour moi c'est Virgil Ortiz Jr. qui fait une excellente année 2024, donc en revenant avec 2 KO au premier round contre des adversaires qui ne sont pas des numéros 1 mondiaux, même si, attention, c'est pas non plus les chèvres que certains, avec lesquels certains les ont qualifiés. Et surtout, il fait ce combat contre Bohachuk en août, pardon. Bohachuk qui avait donné un très dur combat à Mendoza. Il arrive à le battre, vraiment en montrant que c'est un patron. En fait, si je le mets en comeback de l'année, c'est parce que c'est un boxeur qui était très hypé en welter il y a 2-3 ans, et qui ensuite a eu des soucis de santé, a complètement disparu. Et à ce moment-là, pour moi, Virgil Ortiz a eu un boxeur sur lequel j'avais énormément d'interrogations. Et je me demandais vraiment à quel point est-ce que ce type appartenait au haut niveau. Parce que oui, il mettait des KO très impressionnants, mais il n'avait pas encore eu le vrai test pour moi durant sa carrière. Et je doutais beaucoup de ce boxeur. Tant et si bien que de base, il était affronté Tsiu. Et pour moi, il n'y avait que peu de questions a priori. Tsiu était un boxeur beaucoup plus expérimenté et bien meilleur que Ortiz. Et Ortiz, sur cette année 2024, fait pour moi un comeback vraiment extraordinaire en réussissant à outrepasser ses soucis de santé pour inscrire 2 KO mémorables en début d'année et pour ensuite raccrocher un combat où il a montré qu'il avait énormément de cœur, énormément de courage, une capacité vraiment à aller chercher en eau profonde son adversaire, puisque Bohachuk l'a emmené en eau profonde et Ortiz est ressorti vainqueur de ce combat malgré s'être mangé 2 knockdowns. Je pense notamment, il me semble que c'est le 8e round où il se fait mettre à terre par Bohachuk et il se relève avec une furie impériale, tant et si bien qu'il va réussir à arracher sur certaines cartes le round, du coup 9-9, puisqu'il s'est malgré tout fait mettre au tapis ce round-là. C'est un type qui m'a énormément montré cette année, et surtout, sachant qu'il n'a pas combattu en 2023 et qu'il a eu autant de soucis de santé, c'est un type qui mérite complètement le titre de comeback de l'année. Et enfin en performance de l'année, pour moi ça ne fait pas trop douter, c'est Bakram Murzataliev. Alors je vais vérifier si c'est Murtazaliev ou Murzataliev parce que j'arrête pas de me tromper, et j'ai réalisé que même quand j'ai fait une vidéo sur lui, je me suis trompé, donc je vais quand même vérifier une dernière fois, histoire de pas dire des bêtises.
il est où? Et ça c'est pas très loin. C'est Mourtaz Aliev, ok. Non, que dire de Mourtaz Aliev qui était supposé, pour moi, cette performance de l'année, hein, c'est contre Tim Tszyu. Où globalement, je vais pas mentir, hein, je m'attendais à ce que ce brave Mourtaz Aliev se fasse complètement détruire par Tszyu. Pour moi, Tszyu était un boxeur qui était bien meilleur que Mourtaz Aliev. Il allait juste se faire croquer son titre, et c'était à peu près tout. Et en fait, quel combat, hein, Mourtaz Aliev qui met Tszyu à terre à répétition, 3 fois dans le round 2, une fois dans le round 3, avant l'arrêt. Alors Tszyu qui a montré du courage, hein, mais Mourtaz Aliev qui a été vraiment sans pitié sur ce combat. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que Mourtaz Aliev avait sa main droite qui était cassée durant le combat. Elle s'est pétée en sparring à peu près une semaine avant le combat. Il l'a dit à personne, il s'est ramené avec une main droite blessée. Et il a sorti un combat à Tszyu. Non, honnêtement, je pense que c'est la copie la plus parfaite qui a été rendue cette année, surtout vu les conditions dans lesquelles elle a été faite. Donc je pense notamment, encore une fois, à cette main droite cassée. C'est pour moi vraiment une perf, hein, qui l'a fait grimper dans les classements, qui l'a fait grimper dans l'estime des gens également, hein, y compris la mienne. Et c'est pour moi vraiment la perf de cette année. Et donc voilà, c'est tout. Du coup, finalement, j'avais dit 15 awards, mais en fait 14, parce que j'ai mis 2 fois le même pour surprise webset. Malin. Globalement, s'il y avait une chose Enfin, une chose. Si on devait retenir un petit peu des choses sur cette année, est-ce que ça a plutôt été une bonne année boxe, une mauvaise année boxe? Mauvaise année, pardon. Moi, je trouve qu'on a plutôt eu une bonne année. Je pense moins bien de mon côté que 2023, que j'ai malgré tout préféré. Mais on a quand même eu des grosses cartes saoudiennes, on a quand même eu toutes les grosses affiches qu'on voulait. Je pense à Fury Usyk, je pense à Bivol Beterbiev, toutes les grosses affiches qui restaient. Et je trouve que c'est quand même une année où, encore une fois, la boxe se relance vraiment très bien, notamment en post-Covid, hein, où ça avait été un peu compliqué. Il faut savoir que moi, évidemment, tout ce qui est boxe des années 2000 et 2010, j'ai pas vécu en direct, hein, j'étais pas là. Mais en y replongeant, c'est honnêtement des décennies qui me passionnent pas trop. Et je pense que de toutes les décennies de boxe, c'est même probablement les 2 décennies qui me passionnent le moins. Non, j'abuse un peu. Les années 2000, ouais, assurément. 2010, un peu moins, mais ça reste pas une décennie que j'adore beaucoup. Et je trouve que jusqu'à présent, la décennie 2020 est vraiment bien meilleure. Et là, ça se voit pour moi avec des acteurs, avec un monde de la boxe qui se renouvelle beaucoup, avec des acteurs, à la fois les Saoudiens, bien sûr, qui ont continué cette année d'organiser toujours plus d'événements de boxe et de s'imposer comme une figure qui est prête à remodeler le paysage de la boxe, mais également avec les Japonais qui travaillent dans l'ombre de ces grands Saoudiens, et qui n'arrêtent pas pourtant de proposer des soirées vraiment exceptionnelles et de développer un marché de boxe extrêmement compétitif, qui est vraiment à l'opposé de ce qui se fait aux États-Unis, et qui est pourtant excellent pour sortir des boxeurs en fait, qui vont avoir des talents et des capacités vraiment énormes. Hein. Ce serait l'occasion peut-être d'en reparler un peu plus en détail, mais ils ont une tendance à faire s'affronter très très vite les meilleurs avec les meilleurs, tant et si bien que des gens comme Nakatani ont fait affronter actuellement des gens qui sont champions du monde dans d'autres catégories, dans son genre 4e combat, enfin ce qui est ridicule. Moi j'ai plus un peu, je crois que c'était son 7e, mais vous avez l'idée. Et donc forcément, ça donne aussi des combattants qui sont vraiment exceptionnels et plein de talent. On a eu de très bonnes affiches et je trouve qu'on a un niveau de boxe qui est actuellement vraiment bon, notamment avec un trio aussi Crawford-Inoue qui se dégage pour moi du reste, hein, même si Beterbiev a battu Bivol, même si Bam continue de montrer qu'il est génial. Pour moi, vraiment, ce trio se détache. Et je pense que la boxe actuellement vit très bien, avec des catégories comme les super welter qui vivent extrêmement bien. Là, on l'a vu, hein, Mourtaz Aliev en super welter, Ortiz en super welter, notamment parmi les boxeurs que j'ai listés il n'y a pas si longtemps. Et puis voilà, je pense qu'on a une année qui était très mémorable. Même dans tout plein de catégories, on voit paille, on a eu un truc un peu historique. J'ai pas pu en parler ici parce que pour moi ça ne le méritait pas. Mais Koliazo contre Nyam Trong, ça a été un très beau KO, ça a été une très bonne affiche. Et la première fois qu'on a un champion The Ring dans cette catégorie. Donc ça montre qu'on a aussi une volonté de faire bouger des choses. Je regretterais peut-être un déclin encore un peu plus marqué de la boxe en Thaïlande, avec on termine l'année malgré tout avec un champion thaïlandais, hein, avec Petchmani Sipi Freshmart, qui a récupéré un titre dans la catégorie des Mimouches, même si apparemment c'est un vol, j'ai pas vu le combat, il paraît que c'est un vol contre le beau Canizales. Et voilà, quelques nations qui étaient historiquement très grandes et qui sont malgré tout un peu plus en déclin en ce moment. Donc je pense aux Thaïlandais, les Sud-Coréens c'est complètement terrible, les Philippins c'était pas génial aussi, même s'ils finissent quand même l'année avec des champions. Ils sont passés un moment sans champion durant l'année. L'Amérique du Sud ça va pas fort non plus, l'Argentine ils ont un seul champion je crois, qui est Martinez, Puma Martinez. Bon, il y a quand même voilà, des nations qui émergent comme le Japon, comme des très très grosses nations. Mais je trouve que malgré tout, on a d'autres pays qui émergent. Je pense à l'Ouzbékistan, qui a fait des excellentes performances au JO, qui méritent d'être acclamé et qui ne devrait pas tarder à arriver sur la scène mondiale professionnelle et un peu fracasser, je pense, beaucoup de choses. Je
pense aux Ukrainiens qui continuent de montrer tout ce qu'ils valent, avec Usyk, avec Lomachenko qui revient chercher un titre mondial, avec Berinchik qui chope un autre titre mondial, et toute cette boxe de l'Est, pardon, qui se développe vraiment de manière très très impressionnante. Donc voilà, très bonne année. J'espère que 2025 sera aussi bonne en boxe, voire peut-être même meilleure. Perso, là, j'attends avec impatience Bivol, Better BF2 et toute la carte qui va être fantastique. J'ai un peu réfléchi aux prochaines affiches qu'on aimerait voir en boxe. Et honnêtement, j'en ai pas 50 des affiches que j'aimerais voir. En fait, je réalise. Enfin, si, j'en ai 50, mais j'en ai pas une ou deux qui se détachent vraiment du lot. Ce qui est quelque part plutôt bon signe, hein, c'est-à-dire qu'on a eu toutes celles qu'on demandait. Donc bon. Et puis voilà, moi j'attends. Ah oui, je réalise, regardez, l'année était tellement bonne que j'ai même pas forcément cité Inoue Nery, par exemple, qui a aussi été un combat génial, un combat d'anthologie. Le fait que je sois là également, je pense grandement participer au fait que ça restera un souvenir extrêmement cher à mes yeux et une expérience, je pense, vraiment unique. Et pourtant, l'année était tellement bonne qu'en fait, j'ai trouvé aucun endroit où caser ce combat, qui pourtant était un combat vraiment super en termes de rebondissement, en termes de storytelling, en termes de chaos, et il est même pas là-dedans. Donc voilà, je pense que ça en dit vraiment long sur la qualité qu'on a eu cette année. Bref, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée. La suite du top des poids lourds arrive bientôt. Je vous répondrai également à tous ceux à qui j'ai pas encore répondu. Je pense que je le ferai d'ici à ce que cette vidéo sorte. Moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année, et je vous dis à bientôt. Allez, bye!